continuez, allez. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, partito la grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it. Joy for cycling fans. Exit 2020, place à 2021. Le compte à rebours avant le début de la saison cycliste en Europe est désormais lancé. Le 24 janvier prochain aura lieu le Grand Prix de Valence. Pour vous faire patienter d'ici là, retrouvez avec Dossard 13 la prévue quotidienne d'une équipe World Tour. Pour la prévue du jour, nous allons vous présenter une équipe discrète mais très performante, j'ai nommé Bahrain Victorious. Salut Guillaume, comment ça va aujourd'hui ? Bah écoute, ça va super et toi ? Bah tranquille, on va parler d'une équipe très intéressante, donc je suis assez pressé de commencer cet épisode. Un peu sous-coté, peut-être sur-coté, on va le voir ça tout de suite. Ouais, c'est vrai que sous-coté, sur-coté, c'est un bon débat. Bah déjà, on peut parler saison 2020 mémorable de la part des coureurs de Bahrain McLaren, qui est maintenant Bahrain Victorious. On va dire la marque de voiture a subi, on va dire, la crise du Covid en plein fouet, donc n'a pas pu prolonger son contrat avec le pays Bahreïn, tout simplement. Et l'équipe Bahrain McLaren en 2020, ça a été la seule équipe à avoir placé au minimum un coureur dans le top 10 du Giro, de la Vuelta et du Tour. Pas Ineos n'a réussi à faire cet exploit. Et encore plus extraordinaire, c'est quand on y pense, c'est 5 coureurs qui le font et 5 coureurs différents. Sur le Tour, après on reviendra bien sûr en détail, mais sur le Tour, on a Landa et Caruso. Sur le Giro, on a Bilbao et Pernsteiner. Et sur la Volta, on a Pouls. Et quand on y pense, même plus en détail, sur le Tour de France, ils font 4e, 10e et 15e avec Bilbao. Franchement, c'est très solide. Et ça montre encore une fois la diversité et la profondeur de l'équipe. On le verra plus tard, ils ont perdu certes Ivan Garcia Cortina, mais ils se sont encore renforcés dans les courses par étapes. Et franchement, c'est une équipe très intéressante sur le papier. Tout à fait. Justement, c'est pour ça aussi le débat sous-coté, sur-coté. Sur-coté, on va dire, parce qu'ils ont beaucoup de bons coureurs, mais pas de victoire de prestige, on va dire, à part une étape du Giro. Et sous-coté, parce qu'on les voit pas. On n'en parle pas beaucoup, mais ils sont présents dans les résultats, comme tu viens de le mentionner, 5 coureurs différents. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ce débat est un débat un peu sans fin. Alors, bilan de la saison 2020 de la Bahreïn, 9 victoires, 5 avant la crise du Covid, la triple victoire de Phil Bauhaus sur le Saudi Tour, la victoire de Dylan Teuns sur le Tour d'Andalousie, et la victoire de Ivan Garcia Cortina sur la 3e étape de Paris-Nice. Après ça, on a encore, on va dire sur la deuxième partie de saison, on a la victoire de Damiano Caruso sur une classique en Espagne, la victoire de Sonny Colbrelli sur la route de Citani, saison très décevante pour l'Italien, on en reparlera juste après, la victoire de Pello Bilbao sur les championnats d'Espagne de contre-la-montre, et là, on va dire la victoire la plus prestigieuse de l'équipe cette saison, la victoire de Jan Tratnik en costaud, en échappée, sur la 16e étape du Giro. On a parlé juste avant des grands tours, on peut rapidement en parler si tu veux Guillaume. À ces résultats s'ajoute une 4e place sur le Tour de France de Mikel Landa, plus une 10e place de Caruso, une 5e place sur le Giro pour Pello Bilbao et une 10e place pour Pernsteiner Hermann, et enfin une belle petite 6e place de Wout Poels sur la Vuelta. Dans ce bilan, il y a quand même peu de victoires de prestige à part celle du Giro. Il faut aussi retenir évidemment un maillot de champion national pour le contre-la-montre en Espagne. On peut dire que c'est quand même peu pour une équipe avec ses moyens. On se souvient tout de même de l'attitude assez offensive de Landa sur le Tour, qui finira malheureusement pour lui avec la médaille en chocolat pour la 2e fois après 2017. Comme dit, hein, c'est super d'avoir 5 coureurs capables de faire un top 10 sur le Tour, sur les grands tours. On va le répéter beaucoup, mais c'est encore sous-coté sur côté, quoi. Pas de victoire de prestige, mais des coureurs très présents. Toi, on va dire sur le papier, t'en attends plus de cette équipe. Plus de victoires, parce qu'il n'y a pas de souci pour les classements généraux, ils sont présents. Mais
Avant de préparer ce podcast, par exemple, j'avais oublié qu'ils avaient mis Caruso 10e du Tour et Pernaschter 10e du Giro. Ça m'était sorti de la tête. Enfin, je pense que tu comprends ce que je veux dire d'un côté. C'est pas les résultats les plus marquants de la saison. Après, on sait qu'il y a eu une recrue. Bon, Mark Cavendish, j'en ai assez parlé dans le podcast pour la Quick Step. Malheureusement, saison blanche, au grand malheur de l'équipe et du mien. Mais les autres recrues, donc Bilbao, Landa et Wout, on les retrouve sur les top 10 des grands tours. Donc ça apporte quand même un peu de satisfaction. Après, sur les grands tours, ils ont, on va dire, sauf il manquait peut-être une petite victoire d'étape sur le Tour de France de Colbrelli, ou par exemple sur la Volta, on va dire d'une équipe un peu plus offensive, mais ça reste, on va dire, 3 très belles prestations. Et ils ont été actifs aussi sur les classiques, comme par exemple, on en reparlera sûrement après sur le One to Watch, mais la 4ème place de Matej Mohoric sur Liège-Bastogne-Liège. Tout à fait. Ils ont été aussi efficaces, par exemple sur Milan-San Remo, toujours avec Matej Mohoric qui va décrocher une petite 10ème place. Et puis Dylan Teuns, un petit Dylan Teuns qu'on a l'habitude de voir sur les classiques ardennaises, mais qu'on a vu aussi sur les classiques flandriennes, avec sa 10ème place sur Grand Wevelgem et sa 11ème sur le Tour des Flandres. C'est ça. Donc, certes, une équipe, on va dire, avec des très bons classic man comme Matej Mohoric, Dylan Teuns, Ivan Garcia Cortina ou même Marco Haller, on en attend peut-être un peu plus, mais ça reste des très belles petites prestations. Donc, en soi, je pense que c'est une saison très correcte, on va dire, dans les standards de l'équipe. Mais au niveau des classiques ou des victoires d'étape, je pense qu'on peut parler d'un petit peu de Sonny Colbrelli. Sa meilleure place cette saison, c'est 4ème sur la flèche Barbanson. Ça a été une saison, on va dire, très très compliquée pour l'Italien, qui est passé totalement à travers. Crise du Covid ou pas, je l'ai vu souvent un peu en surpoids sur les différentes courses auxquelles il a participé. Il a gagné une étape quand même sur la route de Citani à sa reprise, mais je l'ai senti, on va dire, sur les classiques et même sur le Tour de France, il était absent. On l'a jamais vu capable de jouer même pas un podium. Donc certes, on va dire par le passé, il a prouvé que ça pouvait être un grand coureur, mais cette saison, on va dire, c'était seulement l'ombre de lui-même. Et j'espère pour lui que cette saison en 2021, il arriva on va dire, à redevenir l'homme qu'il était. Il a pour objectif le Tour de Flandre et les championnats du monde qui ont lieu aussi dans les Flandres. Et je pense que s'il retrouve, on va dire, ses conditions physiques, sa capacité à être explosif et vainqueur sur les sprints, je pense que ça peut être un homme redoutable, entouré, on va dire, d'une équipe d'Italie qui a toujours l'habitude de se sacrifier pour un leader. Donc si ça peut être lui, et s'il se retrouve en forme, ça peut faire très mal sur les futurs mondiaux. Oui, en forme, c'est un des meilleurs outsiders, on est d'accord. C'est peut-être pas le favori, mais c'est un coureur toujours qui, on va dire, à suivre. Certes, il a fait une saison très compliquée, donc à voir. pour faire une conclusion, la saison reste très correcte. Ils auraient sans doute pu faire mieux, mais le minimum attendu a été validé. Comme dit, on attendait peut-être un peu plus de victoires de l'équipe. Le bilan reste quand même assez bon. Je pense que tu es d'accord. Oui, le bilan est très correct. Ils ont réussi à obtenir les places qu'ils souhaitaient, on va dire, sur les grands tours. La concurrence sur le Tour de France était vraiment très élevée. Et un Mikel Landa qui finit 4ème, c'est vraiment quand même très costaud. Maintenant, à voir, on en discutera juste après dans la dernière partie de cette preview sur ce qu'on attend de l'équipe en 2021. Mais on peut voir des line-up, on va dire, qui commencent déjà à se dessiner. Et vraiment, ça peut être très intéressant pour 2021. On passe désormais à la deuxième partie de ce podcast sur la Bahrain Victorious, sur le mercato de l'équipe. Alors, du côté, on va dire, du mercato, on peut noter 5 départs, 4 arrivées. Au final, on verra après que c'est un mercato que je dirais correct. On va dire, ceux qui devaient partir sont partis. On a la perte d'Ivan Garcia Cortina et on a l'arrivée de 2-3 jeunes très prometteurs et d'un Jack Haig tout simplement en puissance. Alors, je te laisse commencer en parlant des départs. Oui,
Alors, premier départ, Enrico Battaglin. Non prolongé, il sort de 2 saisons laborieuses chez Katusha puis Bahreïn McLaren. À 31 ans, il repart de là où tout a commencé, chez Bardiani. Ensuite, on retrouve notre fameux Mark Cavendish. Oui, je pense qu'on va pas rentrer dans les détails concernant Mark Cavendish. On a eu le droit à une magnifique plaidoirie, si vous l'avez pas entendu, de Guillaume sur l'épisode de la Deceuninck Quick-Step. On peut sûrement noter que le sponsor, enfin comme dit avant, le co-sponsor britannique McLaren s'en est allé. Et je pense que c'est aussi un lien avec le départ de Mark Cavendish qui n'a pas retrouvé, on va dire, sa place dans la nouvelle équipe Bahrain Victorious. Oui. Ensuite, on a le départ de Ivan Garcia Cortina. À 25 ans, il s'est créé une réputation de solide coureur de classique par son style et son tempérament. Avec 2 petites victoires, il se transfère du côté de Movistar pour, on l'espère, changer de dimension. 2 autres départs, cette fois-ci 2 Slovènes. Un très expérimenté, Grega Bol. À 35 ans et 15 saisons dans le peloton professionnel, et malgré son envie de continuer, je pense que ça semble parti pour être une fin de carrière. Il aura gagné une vingtaine de succès tout au long de sa carrière, dont le Grand Prix de Plouay en 2011, si je dis pas de bêtises. Ça a été un solide sprinter, solide équipier, très belle carrière. Bravo, monsieur. On a également le départ de Luka Pibernik. Pour lui, c'était un peu plus particulier. Fin de carrière, seulement 27 ans. Pour Il Pibé, on va dire, on se souviendra notamment de lui pour son fail qui a eu lieu sur le Giro en 2018, quand il leva les mains sur la ligne d'arrivée, mais malheureusement pour lui, il restait un tour. Il a tout de même eu 3 victoires à son palmarès, dont une étape sur l'Eneco Tour. La fameuse frayeur des coureurs. Lever les mains alors que c'est pas win. On va maintenant passer du côté des coureurs qui ont été conservés par le staff. Un noyau très solide, avec de très bons coureurs, dont les principaux qui ont été prolongés, comme on l'a évoqué avant. Premier conservé, Yukiya Arashiro, le japonais. Le sprinter allemand Phil Bauhaus. Le champion d'Espagne de contre-la-montre Pello Bilbao. Le colombien Santiago Buitrago. L'italien Eros Capecchi. Le sprinter Sonny Colbrelli. Le britannique Scott Davis. Shun Kai Feng. Marco Haller. Heinrich Hausler, le vétéran. Kevin Inkelar. L'espagnol très talentueux basque Mikel Landa. Le slovène Matej Moric. Un autre slovène Domen Novak. L'ukrainien Mark Padoun. L'autrichien Hermann Bernsteiner. Wood Pouls. Marcel Sieberg. Dylan Tuns. Un autre slovène Jan Tratnik. L'espagnol Rafael Valls. Et les 2 jeunes britanniques Stephen Williams et Alfred Wright. Donc ça reste quand même un effectif très solide avec les principaux coureurs qui ont été prolongés. On va dire rien que quand on pense à rien que Mikel Landa. Et on observe aussi 4 arrivées. Je vais commencer par Jack Haig. Jack Haig, talentueux grimpeur australien de 27 ans. Il sort de 2 très bonnes saisons chez Mitchelton Scott, là où il a fait ses gammes. Et il a beaucoup appris du côté des frères Yates, pour venir, pourquoi pas, s'imposer en tant que leader du côté de la Bahrain Victorious, et cela pour 3 saisons. Donc c'est un coureur sur lequel l'équipe mise beaucoup, peut-être pas dès cette année, parce qu'il y a quand même beaucoup de coureurs capables de jouer le général, à voir, j'espère pour eux qu'ils vont pas nous faire une Movistar, mais ça me semble bien parti pour quand même. Deuxième arrivée, celle du premier Bahreïni professionnel, Ahmed Madan. À seulement 20 ans, il aura 2 saisons pour progresser à son rythme. De sa part, j'attends pas forcément de résultats, mais c'est toujours intéressant de voir des coureurs, on va dire, un peu plus de nationalité, un peu plus exotique, et surtout un Bahreïni, on va dire, qui débute dans son équipe de son pays. Donc ça va être très intéressant à suivre sa progression. Ensuite, autre gros talent, Gino Mader, qui lui a seulement 24 ans, et après avoir fini son premier grand tour l'an passé
sur la Vuelta avec une belle 20e place. Il sort de 2 saisons du côté de la NTT et il vient compléter l'effectif de la Bahrain Victorious en montagne. Il va, je pense, avoir de solides équipiers pour progresser une saison ou deux avant de prendre le lead. Et on se souvient de lui sur cette Volta lorsqu'il vient décrocher une belle deuxième place sur l'Alto della Covatilla derrière David Gaudu. Ce qui montre que ça va être un coureur très intéressant à suivre. Dernière recrue, celle de Jonathan Milan, coureur italien de 20 ans, très bon talent sur piste et qui a notamment, on va dire, qui va passer sur les traces de son coéquipier en poursuite, Filippo Ganna. Et cette saison, il va viser les championnats d'Europe et les JO de Tokyo sur piste. Et il signe pour 2 saisons. Il a montré de belles choses par le passé, déjà sur route, quand il courait en espoir. Il a notamment gagné une étape sur le Tour d'Italie Espoir, sur le Baby Giro. Donc voilà, de mon point de vue, c'est un effectif très solide, avec un mercato, je dirais, plutôt calme, mais réussi. On perd Ivan Garcia Cortina, mais on gagne Gino Mader, Jonathan Milan, Jack Haig, et pourquoi pas même Ahmed Madan, pourquoi pas une belle surprise. Oui, les départs ont été largement remplacés, je pense. On verra ça avec les résultats, mais sur le papier, l'équipe reste quand même très complète. Place maintenant à la troisième partie de ce podcast, le One to Watch. Alors, qui as-tu décidé de suivre en particulier sur cette saison 2021, Guillaume ? Alors moi, j'ai choisi Matej Mohoric. Je l'ai bien prononcé ? Parfait. Incroyable. Le Slovène nous avait habitués à mieux ces 2 dernières saisons, avec plusieurs victoires, surtout en 2018. Il est très bon sur les courses d'une semaine au profil plutôt vallonné. Il marchait aussi bien sur certaines courses d'un jour comme sur les pavés, puisqu'en 2019, il avait terminé 9e de Gent-Wevelgem et il avait fait une belle 5e place sur la classique Milan-San Remo. Malheureusement, sa saison 2020 n'aura pas été aussi réussite puisqu'il ne remporte aucun bouquet. Il terminera tout de même 4e de l'Est-Bastogne-Liège et, si je dis pas de bêtises, 10e de Milan-San Remo. J'espère que le résultat, par exemple, sur Liège-Bastogne-Liège qu'il a obtenu redonnera de la confiance au champion du monde Espoir 2013. Il a un très bon potentiel. Il a eu seulement 26 ans il y a 2 mois. Il a donc encore les cartes en main pour aller chercher de gros résultats. Et moi, je mets une pièce sur ce coureur qui pourrait enfin réellement exploser aux yeux du grand public. Et on peut rendre un petit hommage à ce coureur qui, rappelons-le, a inventé la technique de descendre les couilles sur le cadre et de pédaler en même temps. Oui, celle que Froome a repris quelques années plus tard. C'est vrai. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Totalement. D'ailleurs, il avait totalement buzzé, on va dire, entre guillemets, sur ses championnats du monde, sur la descente. Je me souviens vraiment de ce style iconique. Ouais, très bon descendeur, mais aussi un très bon coureur qui, je pense, mais il ne manque plus qu'une victoire de prestige pour se révéler parmi les meilleurs, parce que il lui manque quelque chose pour confirmer en fait. Et j'espère que la saison 2021 sera la bonne saison pour lui. Alors de mon côté, j'ai choisi Jack Haig. À 27 ans, pour moi, ce transfert du côté de la Bahrain Victorious, ça pourrait véritablement être un tournant dans sa carrière. Et ça serait, on va dire la suite logique de sa progression, de le voir enfin leader sur une course par étape de 3 semaines. Et je mise sur le Tour d'Espagne 2021. Il a autour de lui une équipe très solide et qui a l'habitude de jouer les classements généraux. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis du côté du staff. Ils arriveront très facilement à le manager et à gérer leurs coureurs pour qu'ils le mettent dans les meilleures conditions possibles. Pas de Movistar, s'il vous plaît. C'est un coureur capable de jouer aussi bien les courses par étapes, comme on l'a vu en 2019, 4ème de Paris-Nice. On l'a vu cette saison, juste avant la pandémie du Covid, terminer 2ème du Tour de la Communauté de Valence ou 2ème du Tour d'Andalousie. Donc ça reste de 2 petites courses, mais ça reste, on va dire, les courses de début de saison où il y a souvent du beau monde présent.
Mais c'est aussi un coureur capable d'être performant sur les classiques et pourquoi pas se mettre en lumière sur les classiques ardennaises avec en compagnie d'ailleurs de Matej Moric. Je pense surtout à ses 2 belles places en 2019 où il vient décrocher un podium sur la Bretagne classique et une 6ème place sur le Tour de Lombardie. Donc pour moi, Jack Haig c'est un coureur costaud qui a les pieds sur terre, qui progresse petit à petit et je le vois bien peut-être pas dès cette saison être, on va dire, leader unique, vu le nombre de coureurs capables de jouer le général chez Bahreïn, mais pourquoi pas en 2022 d'exploser, par exemple, sur, pourquoi pas même un Tour de France. C'est un très bon rouleur, c'est un très bon grimpeur, qui aime les courses par étapes, et je pense qu'il a le profil pour, et je pense qu'il va nous épater. Alors parfait, on a présenté du coup les 2 coureurs qu'on compte suivre plus particulièrement du côté de la Bahreïn en 2021, cette saison. Je te propose qu'on passe à la 4ème partie de ce podcast, le finish. Alors Guillaume, qu'est-ce que tu attends toi de l'équipe Bahreïn Victorious en 2021 ? Alors moi d'abord, comme tu l'as dit, j'attends une bonne gestion de l'effectif en espérant qu'il n'y ait pas de conflit sur les grands tours. Ils ont beaucoup de coureurs pour jouer les classements généraux, donc espérons que l'entente soit aussi bonne que cette année. Moi j'attendrais peut-être un petit peu plus de victoires, un peu plus de réussite, un peu plus de victoires sur les courses. Et j'espère revoir Sonny Colbrelli à l'avant. Enfin, il est censé avoir les jambes pour. Donc un peu plus de victoires et l'éclosion de Mohoric, de Matej Mohoric, voilà. L'éclosion de Matej Mohoric et pourquoi pas un ou 2 autres coureurs. Notamment la recrue que tu as choisi pour le One to Watch, Jack Haig. Alors pour compléter ce que tu as dit sur ce qu'on attend l'équipe en 2021, Mikel Landa a déjà annoncé un double objectif pour lui, le Giro et le Tour de France. Et il a l'ambition de faire à minima un podium et pourquoi pas jouer la victoire. Et quand on évoque, Mikel Landa, on sait déjà qu'il sera accompagné sur le Giro par Pello Bilbao, 5ème l'an dernier, et Damiano Caruso. Donc ça, c'est déjà un beau trio. Et sur le Tour de France, il sera accompagné, en plus de Pello Bilbao, il sera accompagné de Wout Poels et Jack Haig. Donc c'est un quatuor totalement redoutable. Landa, Bilbao, Poels, Haig, s'ils se sacrifient tous par exemple pour Landa, ça peut être vraiment le nouveau train jaune. On a eu le train bleu de la Ineos, on a eu le train jaune de la Jumbo, l'année prochaine on aura peut-être le train rouge de la Bahreïn. Donc pourquoi pas avoir. Et Pello Bilbao, il a annoncé aussi déjà à 30 ans être leader sur un tour cette saison. Donc ça sera sûrement du côté de la Vuelta. Donc ouais, s'ils arrivent à s'entendre d'un point de vue management, s'ils arrivent à se sacrifier vraiment pour un leader et que tout le monde va dire se retrouve, on sait que Ça sera une équipe à surveiller, quoi. On sait que par exemple un Wout Poels est capable aussi de briller sur les classiques. Il a remporté Liège-Bastogne-Liège il y a quelques saisons, accompagné de Mohoric, de Jack Haig, d'un Sonny Colbrelli retrouvé, d'un Dylan Teuns. Je pense que l'équipe peut être redoutable sur les classiques ardennaises et sur les grands tours. Et j'espère, pourquoi pas, comme tu l'as dit, revoir Sonny Colbrelli à la hauteur des attentes qu'il y a autour de lui, être capable de vraiment de briller, quoi. Voilà, c'était la preview que nous avons réalisée sur la Bahreïn Victorious, qui est pour nous une des équipes à suivre en 2021 par sa densité et sa profondeur qu'ils auront, on va dire, sur les grands tours. Ils vont être capables de mettre à minima 2 voire 3 coureurs limite dans le top 10 de chaque grand tour. Maintenant, on les attend faire un podium. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être capables ? N'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez pas, si par exemple vous étiez le directeur sportif de la Bahreïn, pour qui vous voudriez tout miser. On espère ne pas avoir dit trop de bêtises. C'est tout pour Dossard 13. Ciao, ciao. Ciao, et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux.